La paix arrive quand tu arrêtes de vouloir gagner chaque combat. Introduction. L'épuisement silencieux. Il y a une fatigue que peu de gens comprennent. Ce n'est pas une fatigue physique. Tu peux dormir 8 heures, te réveiller et ressentir quand même ce poids. Ce n'est pas une fatigue du corps. C'est une fatigue de l'âme. Une fatigue mentale. La fatigue de devoir toujours avoir raison. La fatigue de vouloir répondre à chaque critique. La fatigue de corriger chaque personne qui dit quelque chose d'inexact. La fatigue de gagner chaque débat, chaque conversation, chaque échange. La fatigue de prouver, encore et encore, qui tu es. Cette fatigue-là, elle ne disparaît pas avec le sommeil. Elle s'accumule, elle s'installe, elle finit par devenir ton état par défaut. Et beaucoup d'hommes vivent avec elle pendant des années, sans jamais la nommer, sans jamais se demander d'où elle vient, sans jamais réaliser qu'ils ont le pouvoir de la faire partir. Aujourd'hui, on va parler de cette fatigue. On va aller au fond de ce besoin de gagner. On va comprendre pourquoi l'ego veut toujours avoir le dernier mot. Et on va construire quelque chose de plus solide, quelque chose de plus rare. La paix intérieure. Pas la paix des faibles, pas la paix de ceux qui abandonnent, mais la paix des hommes forts. Celle qui demande du courage, de la discipline et une profonde compréhension de soi-même. Installe-toi confortablement. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta façon de voir les choses pour le reste de ta vie. Et chapitre 1. L'origine du besoin de gagner. Pour comprendre pourquoi tu veux gagner chaque combat, tu dois d'abord comprendre d'où vient ce besoin. Il ne vient pas de nulle part. Il a une origine. Et cette origine est profondément humaine. Quand tu étais enfant, tu as appris quelque chose de fondamental. Tu as appris que certains comportements te donnaient de l'attention. Certaines actions te procuraient de la validation. Certaines réussites te faisaient sentir aimé, vu, reconnu. Et parmi ces comportements, il y avait celui-ci, avoir raison. Peut-être que dans ta famille, on valorisait l'intelligence. Peut-être que l'on admirait ceux qui trouvaient les bons arguments. Peut-être que tu as été félicité quand tu gagnais un débat. Peut-être que tu as été ridiculisé quand tu avais tort. Et ton cerveau, brillant comme il l'est, a fait le lien. Avoir raison égale sécurité. Avoir raison égale amour. Avoir raison égale valeur. Ce schéma s'est ancré profondément. Et aujourd'hui, des années plus tard, chaque fois que quelqu'un remet en question ton opinion, ton cerveau déclenche une alarme. Une alarme qui dit « danger ». Une alarme qui dit « prouve ta valeur ». Une alarme qui dit « si tu ne gagnes pas ce débat, tu perds quelque chose d'essentiel ». Mais voici ce que tu dois comprendre. Cette alarme est archaïque. Elle est basée sur des informations obsolètes. Ce que tu risquais en ayant tort à 7 ans n'est pas ce que tu risques aujourd'hui. Mais ton cerveau ne fait pas cette distinction. Il réagit encore comme si ta survie en dépendait. Et comme si perdre un argument signifiait être exclu. Comme si ne pas avoir le dernier mot signifiait ne pas exister. Et c'est là que commence le problème. Parce que tu n'es plus un enfant qui cherche l'approbation. Tu es un homme. Et un homme a la capacité de choisir comment il réagit, de comprendre ses schémas, de les transcender. Mais ce n'est pas automatique. Ça demande un travail sur soi, un travail profond. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Chapitre 2. Ce que l'ego veut vraiment l'ego. Ce mot est utilisé partout, dans les livres de développement personnel, dans les conversations de café, dans les podcasts et les vidéos YouTube. Mais qu'est-ce que l'ego, vraiment? L'ego n'est pas ton ennemi. L'ego est une construction. C'est l'image que tu te fais de toi-même. C'est la narration que tu portes sur qui tu es. Et cette narration a besoin d'être confirmée encore et encore. Parce que si elle n'est pas confirmée, elle se fragilise. Si elle se fragilise, tu te sens en danger. L'ego veut prouver, il veut corriger, il veut convaincre, il veut dominer. Mais pourquoi?
Parce que l'ego a peur. Il a peur du vide. Il a peur de l'insignifiance. Il a peur de ne pas exister si personne ne le confirme. Et cette peur, elle se manifeste dans les comportements les plus quotidiens. Quand tu ne peux pas laisser un commentaire sans répondre. Quand tu te retrouves dans une discussion de 20 messages sur un sujet insignifiant. Et quand tu passes la nuit à ressasser un argument que tu aurais pu formuler différemment. Quand tu corriges quelqu'un devant tout le monde, pas pour l'aider, mais pour te sentir supérieur. Quand tu interromps les autres pour finir leur phrase, parce que tu sais déjà la réponse. Tout cela, c'est l'ego en action. Et l'ego est épuisant, parce que ses besoins sont insatiables. Tu peux gagner 1000 débats. Le lendemain, tu auras besoin d'en gagner 1000 autres. Tu peux être reconnu aujourd'hui. Demain, tu auras besoin d'être reconnu encore. C'est un puits sans fond. Et les hommes qui vivent pour l'approbation de leur ego ne sont jamais en paix. Ils sont toujours en campagne, toujours en compétition, toujours à la recherche du prochain combat à gagner. Mais voici la liberté que peu de gens connaissent. Quand tu comprends que l'ego n'est pas toi, quand tu réalises que tu es quelque chose de plus grand que cette construction fragile, quand tu peux observer ton ego sans lui obéir, là, tout change. Là, la paix devient possible. Chapitre 3. Le coût réel des batailles inutiles. Parlons maintenant de quelque chose de concret. Le coût. Chaque bataille que tu choisis de mener a un coût, et beaucoup d'hommes ne font jamais ce calcul. Ils entrent dans les conflits par réflexe, par habitude, par peur de paraître faible. Mais si tu faisais le bilan honnêtement, tu serais surpris de ce que tu perds dans ces batailles. Premièrement, ton énergie. L'énergie mentale est une ressource limitée. Les neurosciences l'ont démontré. Dès chaque décision que tu prends, chaque argument que tu formules, chaque émotion que tu gères, consomme de l'énergie cognitive. Et cette énergie ne se régénère pas instantanément. Quand tu passes 1 heure à débattre en ligne de quelque chose d'insignifiant, tu n'as plus cette heure, ni cette énergie disponible pour quelque chose qui compte vraiment. Pour ton projet, pour ta famille, pour ta santé, pour ton développement. Tu as dépensé une ressource précieuse sur quelque chose qui ne te rapporte rien. Deuxièmement, ton calme. Le calme est ta fondation. C'est la base de toutes tes meilleures décisions. Quand tu es calme, tu penses clairement. Quand tu es calme, tu vois les situations telles qu'elles sont. Quand tu es calme, tu agis avec précision. Mais chaque conflit inutile érode ce calme. Et chaque bataille sans valeur laisse une trace de tension. Et cette tension s'accumule, comme du bruit de fond qui ne disparaît jamais vraiment. Jusqu'au jour où tu réalises que tu ne te souviens plus de la dernière fois que tu t'es senti vraiment tranquille, vraiment en paix, vraiment centré. Troisièmement, ta lucidité. La lucidité, c'est la capacité de voir clairement, de prendre du recul, de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Mais quand tu es constamment en mode combat, ta lucidité se trouble. Tu commences peu à voir des menaces partout. Tu interprètes les commentaires innocents comme des attaques. Tu traites les différences d'opinion comme des provocations personnelles. Et tu perds cette clarté qui te permet de naviguer la vie avec sagesse. Quatrièmement, ta stabilité. Les hommes qui cherchent constamment la victoire dans les débats deviennent dépendants du résultat de ces débats. Leur humeur fluctue selon qu'ils ont gagné ou perdu. Leur confiance dépend de la réaction des autres. Leur stabilité est conditionnelle. Et cette instabilité se voit, elle se ressent. Elle repousse exactement les personnes que tu aimerais attirer. Cinquièmement, ton temps. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Et combien de temps as-tu déjà dépensé dans des conflits qui ne valaient pas la peine? Combien d'heures perdues à ruminer, à préparer ta prochaine réponse, à expliquer ta position à quelqu'un qui n'a aucune intention d'écouter? Ce temps est parti. Il ne reviendra jamais.
Et si tu avais utilisé ce même temps pour construire, créer, aimer, grandir? Et voilà le vrai coût des batailles inutiles. Et maintenant que tu le vois clairement, la question n'est plus « Est-ce que je peux gagner ce combat ?» La question devient « Est-ce que ce combat mérite mon investissement ?» Chapitre 4. Le stoïcisme et l'art du détachement. Il y a plus de 2000 ans, des philosophes grecs et romains ont réfléchi à ces questions. Ils ont élaboré une philosophie de vie, une méthode pour trouver la paix dans un monde chaotique. Cette philosophie s'appelle le stoïcisme. Et ses enseignements sont d'une pertinence absolue aujourd'hui. Le stoïcisme repose sur une idée centrale, simple en apparence, révolutionnaire dans la pratique. Il y a des choses que tu contrôles, et il y a des choses que tu ne contrôles pas. Où ta sagesse consiste à distinguer les deux, et à concentrer ton énergie uniquement sur ce qui est en ton pouvoir. Qu'est-ce que tu contrôles? Tes pensées, tes actions, tes réponses, tes valeurs, ton comportement. Qu'est-ce que tu ne contrôles pas? Les opinions des autres, leurs réactions, leurs croyances, leurs erreurs, leurs choix, les événements extérieurs. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire romaine, a gouverné un empire immense. Il avait plus de pouvoir que la plupart des hommes n'en rêvent. Et pourtant, dans ses écrits privés, il revenait constamment à cette question. Comment rester maître de soi-même dans un monde que je ne maîtrise pas? Comment préserver ma paix intérieure face aux provocations incessantes? Topododama. Ou comment agir avec sagesse quand tout autour de moi cherche à me déstabiliser? Il avait compris quelque chose d'essentiel. La vraie puissance n'est pas la domination extérieure. La vraie puissance est la maîtrise intérieure. Épictète, ancien esclave devenu l'un des philosophes les plus respectés de l'Antiquité, enseignait la même chose. Il disait « Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par les opinions qu'ils en ont. » Lis cette phrase lentement. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par les opinions qu'ils en ont. Cela signifie que ce n'est pas la critique qui te blesse. C'est ce que tu décides de faire de cette critique. Ce n'est pas le désaccord qui te perturbe. C'est l'importance que tu lui accordes. Ce n'est pas l'insulte qui t'affecte. Oh, c'est ta croyance que cette insulte a le pouvoir de te diminuer. Et là se trouve une liberté immense. Si les événements extérieurs n'ont que le pouvoir que tu leur accordes, alors tu as la main. Tu peux choisir. Tu peux décider ce qui mérite ton attention, ce qui mérite ta réaction, ce qui mérite ton énergie, et ce qui ne le mérite pas. Le détachement stoïcien n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ressentir sans être esclave de ce qu'on ressent. C'est observer ses émotions sans leur obéir automatiquement. C'est être touché sans être emporté. Et cela demande une pratique quotidienne, une vigilance constante, une discipline que beaucoup ne sont pas prêts à exercer. Mais ceux qui l'exercent découvrent une chose extraordinaire, la liberté. Une liberté que l'argent ne peut pas acheter. Il y a que le pouvoir ne peut pas donner, que la victoire dans les débats ne peut pas procurer. La liberté de ne pas être gouverné par les réactions des autres. Chapitre 5. Maturité émotionnelle. Ce que les hommes ne t'apprennent pas. On t'a appris beaucoup de choses dans ta vie. À lire, à écrire, à calculer. On t'a peut-être appris à conduire, à gérer un budget, à faire un CV. Mais il y a quelque chose qu'on t'a rarement appris. La maturité émotionnelle. Et ce manque coûte très cher. Qu'est-ce que la maturité émotionnelle? C'est la capacité à ressentir ses émotions sans en être esclave. C'est la capacité à gérer la frustration sans exploser. C'est la capacité à recevoir une critique sans s'effondrer ou contre-attaquer. Et c'est la capacité à supporter l'incertitude sans avoir besoin de la contrôler. C'est la capacité à être en désaccord sans que cela devienne un conflit existentiel.
La maturité émotionnelle, c'est aussi accepter que tu ne changeras pas tout le monde. Tu ne convaincras pas tout le monde. Tu ne corrigeras pas tout le monde. Et ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas ton rôle. Ton rôle n'est pas d'être le gardien de la vérité universelle. Ton rôle est de vivre selon tes valeurs, d'agir avec intégrité, de contribuer positivement là où tu peux, et de laisser les autres choisir leur chemin. Un homme immature voit chaque désaccord comme une attaque. Il voit chaque différence d'opinion comme une menace. Il voit chaque critique comme une tentative de le diminuer. Et il réagit en conséquence, avec défensive, avec agression, avec la nécessité de prouver, convaincre, dominer. Un homme mature voit les choses différemment. Il voit les désaccords comme des opportunités de comprendre, ou il les voit comme des invitations à pratiquer son détachement. Il n'a pas besoin que l'autre ait tort pour se sentir dans son droit. Il n'a pas besoin que l'autre change d'avis pour se sentir valide. Sa validité ne dépend pas des perceptions extérieures. Elle vient de l'intérieur. Et cela change tout dans la façon dont il navigue les conflits. La maturité émotionnelle se développe. Elle n'est pas donnée à la naissance. Elle se construit avec l'expérience, la réflexion et surtout avec la volonté de grandir, avec la volonté de se regarder honnêtement dans le miroir et de se demander: est-ce que mes réactions me servent ou est-ce qu'elles me freinent? Ou est-ce que je réagis depuis un espace de force ou est-ce que je réagis depuis un espace de peur? Ces questions ne sont pas toujours confortables, mais elles sont nécessaires. Chapitre 6. La différence entre un homme fort et un homme faible. Il y a une distinction que je veux que tu comprennes profondément, parce qu'elle change tout. La différence entre un homme fort et un homme faible. Et non, cette différence n'est pas physique. Elle n'est pas non plus dans le nombre de victoires, dans le nombre de débats remportés, dans le nombre de personnes convaincues. La différence est intérieure. Un homme faible ressent le besoin constant de prouver sa force. Il cherche la confrontation parce qu'il a besoin que les autres reconnaissent qui il est. Il a besoin de gagner pour se sentir quelqu'un. Il a besoin de dominer pour se sentir en sécurité. Et cette nécessité est une forme de fragilité, parce que sa confiance dépend entièrement du regard extérieur. Si les autres reconnaissent sa valeur, il va bien. Si les autres le remettent en question, il s'effondre. Il est comme un bateau sans ancre, emporté par chaque vague de l'opinion publique. Un homme fort, lui, n'a pas besoin de prouver constamment sa force. Il la connaît, il la ressent de l'intérieur. Elle ne dépend pas de la validation des autres. Elle est ancrée dans sa relation à lui-même, dans ses valeurs, dans ses actions, dans sa cohérence quotidienne. Gagner un débat ne garantit pas le respect. Tu peux avoir raison sur tous les points et repartir avec moins de respect qu'avant. Parce que ce n'est pas la justesse de ton argument qui inspire le respect. C'est la façon dont tu te comportes. C'est le calme que tu dégages. C'est la sécurité intérieure que tu projettes. C'est l'absence de ce besoin désespéré d'avoir raison. Les gens ressentent la différence. Ils reconnaissent quelqu'un qui est en paix avec lui-même. Et cette paix est infiniment plus impressionnante que n'importe quelle victoire rhétorique. Un homme fort peut admettre qu'il a tort, pas par faiblesse, mais parce que la vérité l'intéresse plus que son ego. Un homme fort peut écouter un point de vue opposé au sien, pas parce qu'il n'a pas d'opinion, mais parce qu'il est suffisamment sécurisé pour ne pas être menacé par la différence. Un homme fort peut se taire, pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il comprend que parfois, et le silence est le message le plus puissant. Et perdre son calme, perdre sa sérénité, dans n'importe quelle dispute, c'est garantir la perte de quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argument. C'est perdre ta stabilité. Et ta stabilité, c'est ton actif le plus précieux. Chapitre 7. L'art du silence stratégique. Il y a une arme que les hommes les plus puissants utilisent régulièrement. Et pourtant,
C'est l'arme que les moins expérimentés sous-estiment le plus. Le silence. Le silence stratégique. Dans notre culture, le silence est souvent perçu comme une absence, comme une faiblesse, comme l'incapacité à répondre. Mais les hommes qui ont vraiment compris la dynamique du pouvoir savent que le silence peut être la réponse la plus éloquente, celle la plus percutante, la plus désarmante. Quand quelqu'un te provoque et que tu choisis de ne pas répondre, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu refuses de jouer selon ses règles. Tu refuses de valider son besoin de conflit. Tu refuses de dépenser ton énergie sur un terrain qui ne t'appartient pas. Et tu signales quelque chose d'encore plus important. Tu signales que tu es suffisamment sécurisé pour ne pas avoir besoin de te défendre, que ta valeur ne dépend pas de cette conversation, que tu as des priorités plus importantes que de satisfaire l'ego d'un autre. Le silence peut être une déclaration de confiance. Il peut être une démonstration de puissance. Il peut être la marque d'un homme qui sait exactement qui il est et qui n'a pas besoin de le prouver à chaque conversation. Maintenant, je veux être clair. Le silence stratégique n'est pas de la passivité. Ce n'est pas la lâcheté. Ce n'est pas l'évitement. Il y a des combats qui méritent d'être menés. Il y a des injustices qui méritent d'être nommées. Il y a des limites qui méritent d'être défendues. Et dans ces cas, parler est non seulement approprié, c'est nécessaire. La sagesse consiste à savoir faire la différence entre les combats qui t'élèvent et les combats qui te diminuent, entre les discussions qui créent de la valeur et celles qui ne créent que du bruit, entre les moments où ta voix est nécessaire et les moments où ton silence est plus éloquent. Cet discernement est une compétence. Elle s'affine avec la pratique, avec l'expérience, avec la connaissance de soi. Et pose-toi cette question avant chaque réaction. Est-ce que je réponds parce que c'est nécessaire et utile? Ou est-ce que je réponds parce que mon ego ne supporte pas de laisser passer ça? La réponse à cette question te guidera. Chapitre 8. La validation externe. Une prison dorée. Parlons d'un sujet délicat. La validation externe. Ce besoin d'être approuvé, reconnu, confirmé. Ce besoin est universel. Il est humain. Il n'y a aucune honte à le ressentir. Mais quand ce besoin gouverne tes actions, tu entres dans une prison. Une prison que les barreaux sont invisibles, mais les contraintes sont réelles. Quand tu débats principalement pour obtenir l'approbation des autres, tu n'es plus libre. Tu es conditionné par leur regard. Et leur réaction détermine ton humeur. Leur opinion définit ta valeur. Leur accord ou désaccord dicte ton état intérieur. Et cette dépendance est épuisante. Parce que tu ne peux jamais contrôler le regard des autres. Tu peux dire la chose la plus juste du monde et certains la rejetteront. Tu peux agir avec la plus grande intégrité et certains te critiqueront quand même. Tu peux être la meilleure version de toi-même et certains ne le verront jamais. Et si ta paix dépend de leur approbation, tu seras toujours à la merci de quelque chose que tu ne maîtrises pas. La vraie solidité ne vient pas du résultat d'un débat. Elle vient de ton alignement intérieur, de la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, de la relation que tu as avec tes propres valeurs, de la connaissance profonde de qui tu es et de ce en quoi tu crois. Quand tu as cette fondation, la validation externe devient un bonus, agréable à recevoir, mais non nécessaire pour fonctionner, non nécessaire pour te sentir entier. Les psychologues appellent cela le locus of control interne, la capacité de trouver sa stabilité de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Et les recherches sont claires. Les personnes avec un locus of control interne fort sont plus résilientes, plus heureuses, plus efficaces et moins sujettes à l'anxiété et à la dépression. Non pas parce qu'ils vivent dans une bulle, mais parce que leur fondation n'est pas sujette aux caprices de l'opinion publique. Comment développer ce locus of control interne? En commençant à te demander non pas ce que les autres pensent de toi,
mais ce que tu penses de toi-même. Est-ce que j'ai agi selon mes valeurs aujourd'hui? Est-ce que j'ai été honnête dans cette interaction? Est-ce que j'ai contribué de façon positive? Est-ce que j'ai respecté mes engagements envers moi-même? Ces questions sont ton boussole, pas les commentaires des autres. Chapitre 9. Choisir ses batailles, la stratégie de vie. Il est temps de parler de stratégie. Parce que la paix intérieure n'est pas seulement une posture philosophique. C'est une stratégie de vie concrète. Et comme toute stratégie, elle demande de faire des choix clairs, des choix conscients, des choix courageux. La maturité, c'est savoir choisir ses batailles. Pas toutes les batailles méritent ton énergie. Pas tous les désaccords méritent d'être résolus. Pas toutes les provocations méritent une réponse. Alors comment tu choisis? Voici un cadre simple. Première question. Est-ce que ce conflit touche à mes valeurs fondamentales? Si quelqu'un remet en question quelque chose qui est au cœur de qui tu es, de ce en quoi tu crois, de comment tu veux vivre ta vie, alors peut-être que ce combat mérite d'être mené. Pas pour prouver que l'autre a tort, mais pour affirmer ce que tu es, pour maintenir tes limites, pour défendre ce qui compte vraiment. Deuxième question. Est-ce que ce conflit a des conséquences concrètes? Si la résolution de ce désaccord va changer quelque chose d'important dans ta vie ou dans la vie des autres, alors il mérite peut-être ton attention. Mais si c'est purement symbolique, Guillaume, si ça ne changera rien en pratique, que tu aies raison ou tort, alors la question se pose. Troisième question. Est-ce que l'autre personne est ouverte à changer d'avis? C'est une question cruciale que beaucoup oublient de poser. Parce que si l'autre ne cherche pas la vérité, s'il cherche juste à avoir le dernier mot, à défendre son ego, à te diminuer, alors tu peux présenter les meilleurs arguments du monde. Ça ne changera rien. Tu gaspilleras ton énergie. Tu frustreras encore plus. Et tu te retrouveras épuisé, sans avoir avancé. Dans ce cas, le silence stratégique est la réponse la plus intelligente. Quatrième question. Est-ce que ce conflit me fait grandir? Il y a des confrontations difficiles qui sont nécessaires à ta croissance. Des conversations difficiles que tu dois avoir. Des vérités inconfortables que tu dois exprimer ou recevoir. Ces moments, aussi douloureux soient-ils, ont de la valeur. Ils te font progresser. Mais il y a d'autres conflits qui ne t'apportent rien, qui ne font que drainer, qui ne mènent nulle part. Et les distinguer est une compétence qui se développe avec le temps. Chapitre 10. La paix intérieure. Ce que tout le monde cherche sans savoir ou regarder la paix intérieure. C'est ce que tout le monde cherche. L'homme qui s'achète une voiture de luxe cherche la paix. L'homme qui court après les conquêtes cherche la paix. L'homme qui accumule les victoires dans les débats cherche la paix. L'homme qui se noie dans le travail cherche la paix. Chacun à sa façon, chacun avec ses stratégies, et tout le monde cherche la même chose. Un état de tranquillité, un sentiment de suffisance, un espace intérieur où rien ne peut le blesser. Mais la plupart cherchent au mauvais endroit. Parce qu'on nous a appris que la paix vient des conditions extérieures. Que si tu as assez d'argent, tu seras en paix. Que si tu as assez de succès, tu seras en paix. Que si tu gagnes assez de débats, tu seras en paix. Que si tu es suffisamment reconnu, tu seras en paix. Mais combien d'hommes riches et célèbres souffrent d'anxiété profonde? Combien d'hommes qui ont tout ne se sentent jamais assez? Combien de vainqueurs se sentent vides après leur victoire? La paix extérieure ne crée pas la paix intérieure. C'est l'inverse qui est vrai. La paix intérieure crée la paix extérieure. Quand tu es en paix avec toi-même, les conditions extérieures ont moins de pouvoir sur toi. Les critiques font moins mal. Les désaccords sont moins menaçants. Les provocations glissent, non pas parce que tu es insensible, mais parce que ta fondation est solide. La paix intérieure ne se trouve pas dans les victoires.
Elle se construit dans la pratique quotidienne, dans la façon dont tu traites tes pensées, dans la façon dont tu gères tes émotions, dans la cohérence entre tes valeurs et tes actions, dans la capacité à être présent, vraiment présent, dans ta propre vie, et dans la pratique progressive du détachement, de ne pas accrocher ton identité à chaque résultat, de ne pas lier ta valeur à chaque réaction extérieure, de pouvoir traverser les turbulences sans être défini par elles. Chapitre 11. La discipline émotionnelle. Le muscle qu'on n'entraîne pas. Si tu veux construire ton corps, tu vas à la salle. Tu soulèves des poids. Tu recommences. Progressivement, tu deviens plus fort. La discipline émotionnelle fonctionne de la même façon. Sauf qu'on ne t'a jamais dit que c'était un muscle, qu'il fallait l'entraîner, que cela prenait du temps, que les progrès seraient lents mais réels. La discipline émotionnelle, c'est la capacité à choisir ta réponse plutôt que de simplement réagir. C'est l'espace entre le stimulus et la réponse. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre, a écrit quelque chose de profond. Oui, il a dit que la dernière liberté humaine est la capacité de choisir son attitude face à n'importe quelle situation. Et même dans les pires conditions imaginables, dans les camps de concentration nazis, il avait remarqué que certains hommes conservaient une dignité intérieure extraordinaire. Non pas parce qu'ils ne souffraient même pas, mais parce qu'ils avaient choisi de ne pas laisser les conditions extérieures définir leur état intérieur. C'est une leçon bouleversante, et elle s'applique à chaque aspect de ta vie. Quelqu'un te critique injustement. Entre la critique et ta réaction, il y a un espace de choix. Tu peux réagir depuis la blessure, depuis l'ego, depuis la peur. Ou tu peux répondre depuis la sécurité, depuis la clarté, depuis tes valeurs. La différence entre réagir et répondre est toute la différence du monde. Entraîner la discipline émotionnelle demande de la pratique quotidienne, pas dans les grandes crises, mais dans les petites situations de la vie ordinaire. Quand quelqu'un t'interrompt dans la circulation, quand un collègue prend le crédit de ton travail, quand un ami fait une remarque déplacée, quand quelqu'un sur les réseaux sociaux laisse un commentaire agressif. Chacune de ces situations est une opportunité. Une opportunité de pratiquer, de choisir ta réponse, de ne pas être gouverné par tes réflexes. Et chaque fois que tu choisis la réponse consciente plutôt que la réaction automatique, tu construis ce muscle, tu renforces ta fondation, tu approfondis ta paix. Les chapitres 12. Les relations et la paix. Comment l'un nourrit l'autre. Ta relation à la paix intérieure ne concerne pas seulement toi. Elle affecte profondément toutes tes relations. Tes amitiés, tes relations amoureuses, tes relations professionnelles. Les gens les plus difficiles à vivre sont rarement ceux qui ont le plus de problèmes extérieurs. Ce sont souvent ceux qui ont le moins de paix intérieure, qui ont le plus besoin de prouver, de contrôler, de gagner, d'imposer leur vision. Ces personnes créent du conflit partout où elles vont. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ne savent pas faire autrement. Parce que leur turbulence intérieure crée de la turbulence autour d'elles. À l'inverse, les personnes les plus apaisantes à côtoyer sont souvent celles qui ont travaillé sur leur paix intérieure. Elles ne réagissent pas à chaque provocation. Elles ne cherchent pas la confrontation. Elles peuvent accueillir les différences sans les transformer en guerre. Et leur présence crée une atmosphère de sécurité, où les autres se sentent libres d'être eux-mêmes, sans craindre d'être jugés, sans craindre d'être attaqués. Dans une relation intime, le besoin de toujours avoir raison est cancérigène. Il ronge la connexion, il crée de la distance, il transforme des partenaires en adversaires. Parce que dans une relation, l'objectif n'est pas de gagner. L'objectif est de construire ensemble. Et on ne peut pas construire avec quelqu'un qu'on passe son temps à combattre. Si la paix dans une relation commence par la paix avec soi-même.
Quand tu n'as pas besoin que l'autre confirme ta valeur, tu peux vraiment l'aimer. Quand tu n'as pas besoin que l'autre se soumette pour te sentir en sécurité, tu peux vraiment le respecter. Quand tu n'as pas besoin de gagner chaque argument, tu peux vraiment entendre ce que l'autre essaie de te dire. Et là, quelque chose de magique devient possible. Une vraie connexion, une vraie intimité, fondée non pas sur la domination ou la soumission, mais sur deux personnes qui apportent leur plénitude à une relation et qui construisent quelque chose de plus grand que chacun, séparément. Donc, chapitre 13. La réaction, comme choix. Reprendre son pouvoir. Il y a une vérité libératrice que je veux partager avec toi. Chaque réaction est un choix. Chaque silence est un choix. Chaque réponse est un choix. Quand tu comprends cela profondément, pas intellectuellement, mais dans tes tripes, tu récupères ton pouvoir. La plupart des gens croient que leurs réactions sont automatiques, que si quelqu'un les provoque, ils ne peuvent pas ne pas réagir, que leurs émotions les gouvernent, que c'est plus fort qu'eux. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toute la vérité. Oui, les réactions émotionnelles initiales sont souvent automatiques. Elles viennent du système nerveux, du cerveau primitif. Et tu ne peux pas toujours contrôler le premier frisson de colère, le premier mouvement d'orgueil blessé, le premier réflexe défensif. Mais tu peux contrôler ce qui vient après. Tu peux choisir de ne pas donner suite à cette première réaction. Tu peux prendre un moment, respirer, observer et décider. Cette décision est ton pouvoir. Et chaque fois que tu l'exerces consciemment, tu renforces ta capacité à le faire encore. Tu n'es plus obligé de répondre immédiatement. Tu n'es plus obligé de corriger tout ce qui te paraît inexact. Tu n'es plus obligé de défendre ton honneur à chaque conversation. Tu observes, tu analyses, tu décides. Et souvent, la meilleure décision est de ne pas entrer dans l'arène. Parce que toutes les arènes ne valent pas la peine d'y entrer. Parce que certains combats te diminuent en y participant. Mais parce que la vraie puissance parfois consiste à s'abstenir. Chapitre 14. La solitude fertile. Trouver sa paix, seul. Il y a une pratique que les hommes qui ont trouvé une paix profonde ont tous en commun. La capacité d'être seul, vraiment seul, sans téléphone, sans distraction, sans bruit, sans la nécessité constante de partager, de réagir, de valider et d'être validé. La solitude est devenue rare dans notre monde, et beaucoup en ont peur, parce que dans le silence et la solitude, on se retrouve face à soi-même, face à ses pensées, face à ses peurs, face à ses questions sans réponse. Et pour ceux qui ont passé leur vie à s'agiter, à se distraire, à fuir dans l'action et l'interaction, cette confrontation peut être inconfortable. Mais pour ceux qui osent traverser cet inconfort, qui osent rester seuls, avec eux-mêmes, sans fuir, quelque chose de précieux émerge. Une connaissance de soi, une clarté sur ce qui compte vraiment, une paix qui ne dépend de personne d'autre. Les grandes traditions spirituelles et philosophiques de l'humanité ont toutes valorisé la solitude. Bouddha méditait sous un arbre. Jésus se retirait dans le désert. Marc Aurèle écrivait ses pensées dans la solitude. Les moines zen pratiquent le silence. Les chamans cherchaient la vision dans la solitude de la nature. Ce n'est pas une coïncidence. La solitude est l'espace où on peut vraiment s'entendre soi-même, où le bruit extérieur s'estompe, et où la voix intérieure peut enfin se faire entendre. Cette voix sait ce dont tu as besoin. Elle sait ce qui compte vraiment pour toi. Elle sait quel combat mérite ton énergie. Mais pour l'entendre, il faut créer le silence. Et pour créer le silence, il faut avoir le courage de la solitude. Chapitre 15. L'ego comme outil. Transcender sans détruire. Je veux aborder quelque chose d'important. Parce que beaucoup de gens, en entendant parler de transcender l'ego, pensent qu'il faut le détruire, l'anéantir, devenir une sorte de saint, sans personnalité, sans ambition, sans désir. Et ce n'est pas ce que je propose. L'ego n'est pas ton ennemi.
C'est un outil précieux même. L'ego est ce qui te donne une identité, ce qui te pousse à te dépasser, ce qui te donne l'ambition de créer, de construire, de laisser une trace. Le problème n'est pas l'ego lui-même. C'est quand l'ego prend les commandes, quand l'ego devient le chef, quand l'ego décide de toutes tes actions depuis un espace de peur. Ce n'est pas l'ego qui pose problème, c'est l'ego non maîtrisé, l'ego inconscient, l'ego réactif. Un homme qui a transcendé son ego réactif peut toujours être ambitieux. Il peut toujours se battre pour ce en quoi il croit. Il peut toujours défendre ses positions avec conviction. Mais il le fait depuis un espace de clarté, non pas depuis la peur d'être diminué, non pas depuis le besoin d'être validé, non pas depuis la terreur de ne pas exister si on ne le reconnaît pas. Il le fait parce que ça compte pour lui, pas pour convaincre les autres, pas pour dominer, mais parce que c'est aligné avec ses valeurs profondes. Cette distinction change tout. Et le même comportement extérieur peut venir de deux endroits très différents. Et c'est cet endroit qui détermine si tu es en paix ou non. Chapitre 16. L'identité stable. Qui tu es quand personne ne regarde? Voici une question à méditer. Qui es-tu quand personne ne regarde? Quand il n'y a pas d'audience? Quand il n'y a pas de validation à obtenir? Quand personne ne te voit agir, penser, choisir? Qui es-tu vraiment? C'est cette identité qui compte. C'est elle qui définit ta paix ou ton agitation. Si tu es la même personne avec ou sans audience, alors tu as une identité stable. Une identité qui ne dépend pas du regard extérieur, qui ne fluctue pas selon les opinions des autres, qui reste cohérente à travers les circonstances. Mais si tu es une version de toi-même quand tu es observé, et une autre version quand tu es seul, alors tu as un travail à faire, parce que cette fragmentation crée une tension interne constante, un effort permanent pour maintenir les apparences, une distance entre qui tu sembles être et qui tu es vraiment. Et cette distance est une source profonde d'anxiété, de mal-être, de cette fatigue inexplicable. La cohérence entre ton identité publique et ton identité privée est une condition nécessaire à la paix intérieure. Et construire cette cohérence demande de la courage. Le courage de t'accepter tel que tu es. Le courage d'être honnête avec toi-même sur tes contradictions. Le courage de choisir tes valeurs et de les vivre, pas seulement de les afficher. Des chapitres 17. Lâcher prise sans abandonner. L'art du détachement actif. Il y a un malentendu répandu autour de la notion de lâcher prise. Beaucoup pensent que lâcher prise signifie abandonner, ne plus se battre, ne plus avoir d'ambition, accepter passivement tout ce qui arrive. Mais ce n'est pas ce que signifie le vrai lâcher prise. Le vrai lâcher prise, c'est le détachement actif. C'est agir de ton mieux, avec toute ton énergie et toute ta concentration, et ensuite lâcher le résultat. Ce n'est pas ne pas agir, c'est agir sans t'accrocher au résultat de ton action. C'est faire ce qui est en ton pouvoir et accepter ce qui ne l'est pas. C'est donner le meilleur de toi-même dans chaque conversation. Et ne pas avoir besoin que l'autre change pour te sentir en paix. C'est défendre une position avec intégrité et ne pas avoir besoin que cette position soit adoptée pour valider ta démarche. Il y a une sagesse bouddhiste profonde là-dedans. L'attachement au résultat est une source de souffrance. Non pas parce que les résultats ne comptent pas, mais parce que tu ne peux pas contrôler les résultats. Tu peux seulement contrôler tes actions. Et si tu accroches ta paix aux résultats de tes actions, tu te places dans une dépendance perpétuelle à quelque chose hors de ton contrôle. Le détachement actif te libère de cette dépendance. Tu agis, tu t'investis, tu contribues, et ensuite, tu laisses le résultat se manifester comme il doit, sans t'y accrocher, sans en avoir besoin pour être entier. Chapitre 18. La pratique quotidienne de la paix. Construire une habitude.
La paix intérieure n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, une discipline, une habitude que tu construis, renforces et approfondis chaque jour. Comme l'athlète qui s'entraîne non pas pour le jour du match, mais pour être prêt quand le moment arrive. Tu construis ta paix non pas pour les grandes crises, mais pour être prêt quand les petites provocations quotidiennes arrivent. Et elles arriveront, c'est garanti. La vie ne va pas s'arrêter d'être difficile. Les gens ne vont pas arrêter de te provoquer. Les désaccords ne vont pas disparaître. Les critiques ne vont pas cesser. Mais si tu as construit une pratique solide, tu seras équipé pour les traverser autrement. Voici quelques pratiques concrètes. La méditation. Je sais, tu l'as déjà entendu. Mais c'est parce que ça fonctionne. Même 10 minutes par jour, assis, les yeux fermés, simplement observer tes pensées sans les juger, sans leur obéir, sans essayer de les chasser. Juste observer. Cette pratique développe ce qu'on appelle la pleine conscience. La capacité d'être présent à ton expérience sans en être submergé. Et avec le temps, tu commences à faire la même chose dans la vie. Observer ta colère sans y céder. Observer ton besoin de prouver sans lui obéir. Observer ta réaction sans en faire automatiquement une action. Le journal. Écrire tes pensées, tes réactions, tes émotions. Non pas pour les partager, mais pour les voir clairement, pour les comprendre. Ni pour identifier les schémas. Pour voir où tu réagis depuis l'ego et où tu réponds depuis tes valeurs. La contemplation des valeurs. Chaque matin, rappelle-toi ce que tu veux être. Pas ce que tu veux accomplir, mais qui tu veux être. Comment tu veux te comporter. Quelle sorte de présence tu veux apporter dans le monde. Ces rappels quotidiens ancrent ton identité dans quelque chose de stable. Et quand les provocations arrivent, tu as une boussole. Chapitre 19. Conflit naissant. D'un besoin de validation. Comprendre la racine. Beaucoup de conflits que tu rencontres dans ta vie n'ont pas pour origine un vrai désaccord sur les faits. Ils ont pour origine un besoin de validation non satisfait. Pas le tien uniquement, celui de l'autre aussi. Quand quelqu'un te provoque souvent, il ne cherche pas vraiment à te convaincre. Il cherche à être vu, à être entendu, à être reconnu. Il cherche à valider une image de lui-même. Et dans cette recherche, il provoque, attaque, défie. Non pas parce que tu lui as fait quelque chose, mais parce qu'il souffre de quelque chose. Et comprendre cela change ta façon de réagir. Quand tu vois la souffrance derrière la provocation, la compassion devient possible. Non pas une compassion naïve qui te laisse être maltraité, mais une compassion lucide, qui comprend que derrière chaque comportement difficile, il y a un besoin non satisfait et qui te permet de ne pas prendre personnellement ce qui n'est pas personnel. Dans une grande majorité de situations conflictuelles, l'autre n'attaque pas vraiment toi. Il réagit à quelque chose en lui. Tu n'es que le miroir de sa propre turbulence. Et une fois que tu comprends ça, la tentation de contre-attaquer diminue. Parce que tu réalises qu'il n'y a pas grand-chose à défendre, que le conflit est moins réel qu'il n'y paraît, et que la réponse la plus sage est souvent de ne pas alimenter le feu, mais d'observer, de comprendre et de choisir consciemment. Chapitre 20. La rareté comme pouvoir. Ce qui est rare est respecté. Il y a une dynamique sociale que peu de gens comprennent consciemment, mais que tout le monde ressent intuitivement. La rareté crée de la valeur. Ce qui est commun est peu respecté. Ce qui est rare est admiré, recherché, valorisé. Et dans notre monde hyper réactif, hyper connecté, saturé de bruit et d'opinions, une certaine qualité est devenue extrêmement rare. Le calme, la sérénité, la capacité de ne pas réagir à chaque provocation, la capacité de rester centré dans le chaos, la capacité de choisir ses batailles avec sagesse. Ces qualités sont devenues si rares qu'elles sont presque surnaturelles. Quand tu les incarnes,
les gens le remarquent. Ils ne savent pas toujours pourquoi, mais ils sont attirés par ta présence. Ils te font confiance d'une façon qu'ils ne font pas confiance aux autres. Ils te voient comme quelqu'un de solide, de fiable, de puissant. Non pas parce que tu cries le plus fort, non pas parce que tu gagnes tous les arguments, mais parce que tu projettes quelque chose de fondamentalement différent. Tu projettes la sécurité. Et la sécurité est magnétique. Quand tu arrêtes de vouloir gagner chaque combat, tu économises ton énergie. Tu réduis ton stress. Tu stabilises ton esprit. Tu deviens plus rare. Et ce qui est rare est respecté. Pas universellement. Il y aura toujours ceux qui interprètent ton calme comme de la faiblesse. Mais ceux qui méritent ton respect, ceux qui sont eux-mêmes à un niveau de maturité certain, reconnaîtront ce que tu projettes. Et leur respect vaudra plus que la validation de 100 autres. Chapitre 21. L'alignement intérieur. Quand tes actions parlent plus fort que tes mots. Il y a une forme d'éloquence que peu de gens maîtrisent, l'éloquence des actions. Dans notre monde de communication, on valorise les mots, les arguments, les rhétoriques, les discours. Mais les actions parlent une langue plus profonde. Une langue que l'on comprend avant même de l'analyser intellectuellement. Quand tes actions sont cohérentes avec tes valeurs, quand tu vis ce que tu prêches, quelque chose de puissant se passe. Tu n'as plus besoin de convaincre. Ta façon d'être convainc à ta place. Tu n'as plus besoin de prouver. Tes actes prouvent. Tu n'as plus besoin de gagner les débats. Parce que ta vie est l'argument. L'alignement intérieur, c'est la cohérence entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est l'intégrité dans le sens le plus profond du terme. Et cet alignement crée une autorité naturelle, une autorité qui n'a pas besoin de se forcer, qui rayonne naturellement, qui inspire sans le chercher. Un homme aligné peut se permettre d'être en désaccord sans que ça devienne une guerre. Il peut exprimer sa vérité sans avoir besoin de l'imposer. Il peut maintenir ses positions sans devenir rigide. Parce que sa sécurité ne dépend pas de l'accord des autres. Elle vient de sa propre cohérence intérieure. Chapitre 22. Héritage et paix. Ce que tu laisses derrière toi. Il y a une dimension de tout cela qui dépasse le quotidien. L'héritage. Ce que tu laisses derrière toi. Pas dans les livres d'histoire. Pas dans les monuments publics, mais dans les cœurs de ceux qui te connaissent. Quels souvenirs laisses-tu à ceux que tu aimes, à tes enfants, si tu en as, à tes amis, à ceux qui ont partagé une partie de leur chemin avec toi. Un homme qui a passé sa vie à vouloir gagner chaque combat, à prouver, à dominer, que laisse-t-il derrière lui? Des victoires que personne ne se rappelle, des arguments gagnés que personne ne cite, et souvent, une fatigue chez ceux qui le côtoyaient. Un homme qui a cultivé sa paix intérieure, qui a appris à choisir ses batailles, qui a été présent sans besoin de dominer, lui laisse quelque chose de différent. La mémoire d'une présence apaisante, d'un espace où les autres se sentaient en sécurité, d'une sagesse qui ne s'imposait pas, mais s'offrait, d'une force tranquille qui inspirait. Et cet héritage-là, il survive à tous les débats. Il survit à toutes les victoires. Il survit même au corps. Parce qu'il a touché quelque chose de vrai dans les gens. Quelque chose que les arguments ne peuvent pas atteindre. Les chapitres 23. L'homme centré. Portrait d'une vie en paix. Je veux te peindre un portrait. Le portrait d'un homme centré. Un homme qui a traversé toutes ses réflexions, qui les a intégrées, qui les a vécues. Cet homme n'est pas parfait. Il fait des erreurs. Il ressent de la colère. Il a des moments de doute. Il lui arrive de réagir depuis l'ego. Mais il sait revenir à lui-même. Il sait se reprendre. Il sait observer et corriger. Dans ses conversations, cet homme écoute vraiment. Il n'est pas en train de préparer sa prochaine réplique pendant que l'autre parle. Il écoute pour comprendre, pas pour répondre. Et quand il parle, ses mots portent le poids du silence qui les a précédés.
Dans ses relations, cet homme apporte sa plénitude. Il ne cherche pas à prendre. Il ne cherche pas à dominer. Il se présente entier, sécurisé, prêt à offrir sa présence véritable. Dans ses conflits, cet homme choisit. Il ne réagit pas par réflexe. Il observe, il évalue, il décide. Et parfois, il décide que certaines choses ne méritent pas sa réaction. Pas par lâcheté, mais par sagesse. Dans sa solitude, cet homme est à l'aise. Il n'a pas peur du silence. Il n'a pas besoin de distraction constante. Il peut être avec lui-même, se connaître, se retrouver. Dans son ambition, cet homme est motivé par des valeurs profondes, non pas par la peur ou le besoin de prouver, mais par un désir authentique de contribuer, de créer, de grandir, d'impacter positivement, et dans tout cela, une constante, la paix, non pas l'absence de défis, non pas l'absence d'émotions, ou non pas l'absence de contradictions, mais une paix fondamentale, un espace intérieur stable, qui lui permet de traverser tout le reste avec grâce. Chapitre 24. Invitation finale. Le choix qui change tout. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est une invitation. Une invitation à faire un choix. Pas un choix spectaculaire, pas un choix que le monde va voir et applaudir, mais un choix intérieur, silencieux, profond. Le choix de vivre autrement, de ne plus mener sa vie comme une campagne permanente pour prouver sa valeur, de ne plus gaspiller son énergie précieuse dans des batailles qui ne mènent nulle part, de ne plus laisser les opinions extérieures dicter ton état intérieur, et de construire quelque chose de plus solide, de plus rare, de plus précieux. La paix intérieure. Et cette paix n'est pas passive, elle est active. Elle demande du travail, de la discipline, de la vigilance, de la courage. La courage de ne pas réagir quand tout en toi crie de réagir. La courage de laisser passer quand tout en toi veut se défendre. La courage d'admettre que tu as tort quand l'ego veut prouver que tu as raison. La courage d'être différent dans un monde qui valorise le bruit. Mais en échange de cet effort, en échange de cette discipline, tu reçois quelque chose d'inestimable. La liberté. La vraie liberté. Celle qui ne dépend pas des conditions extérieures. Celle qui ne peut pas être volée par une critique, un désaccord, une injustice. Celle qui est toujours disponible. Toujours là. Quand tu l'as cultivée. Les hommes les plus libres que j'ai rencontrés ne sont pas ceux qui ont le plus de ressources, ou le plus de pouvoir, ou le plus de victoire. Ce sont les hommes qui ont appris à être en paix, qui ont appris à choisir leur bataille, qui ont appris que leur valeur ne dépend pas du regard des autres, et qui vivent, chaque jour, depuis cet espace de paix, toujours en construction, toujours en pratique, toujours en évolution, mais ancrés dans quelque chose de solide, quelque chose d'immuable, quelque chose qui leur appartient vraiment. Conclusion. Le calme est une arme silencieuse. La paix intérieure demande discipline. Elle demande de laisser passer certaines choses, pas par faiblesse, mais par stratégie. Il y a des combats qui t'élèvent, et il y a des combats qui te diminuent. Apprends à faire la différence. Chaque réaction est un choix. Chaque silence est un choix. Chaque réponse est un choix. Quand tu comprends cela, tu récupères ton pouvoir. Tu n'es plus obligé de répondre immédiatement. Tu n'es plus obligé de corriger. Tu n'es plus obligé d'argumenter. Tu observes. Tu analyses. Tu décides. Et souvent, la meilleure décision est de ne pas entrer dans l'arène. Les gens ne débattent pas toujours pour apprendre. Beaucoup débattent pour défendre leur ego. Et un ego en défense n'écoute pas. Alors pourquoi gaspiller ton énergie? La paix ne vient pas de la domination. Elle vient du détachement. Un homme centré sait que ne pas répondre est parfois plus puissant que répondre. Ne pas corriger est parfois plus stratégique que corriger. Ne pas gagner est parfois plus intelligent que gagner. Tu ne peux pas éteindre chaque incendie.
Mais tu peux éviter d'en allumer d'autres. Les conflits inutiles créent du bruit. Le bruit détruit la clarté. La clarté nourrit la paix. La paix nourrit la puissance. Quand tu arrêtes de vouloir gagner chaque combat, tu économises ton énergie. Tu réduis ton stress. Tu stabilises ton esprit. Tu deviens plus rare. Et ce qui est rare est respecté. La maturité émotionnelle consiste à accepter que tu ne changeras pas tout le monde. Tu ne convaincras pas tout le monde. Tu ne corrigeras pas tout le monde. Et ce n'est pas grave. Parce que ton rôle n'est pas de gagner chaque bataille. Ton rôle est de rester stable. Un homme stable ne cherche pas la confrontation. Il cherche la cohérence. Il agit selon ses principes. Et laisse les autres choisir les leurs. La paix intérieure demande un sacrifice. Le sacrifice de l'ego. Le sacrifice du besoin d'avoir raison. Le sacrifice du besoin de validation. Mais en échange, tu gagnes le calme. Et le calme est une arme silencieuse. Tu veux être puissant? Arrête de réagir à chaque provocation. Tu veux être respecté? Arrête de t'abaisser à chaque débat inutile. Tu veux être libre? Arrête de laisser les opinions déclencher ton système nerveux. La paix n'est pas l'absence de conflit. C'est la maîtrise de ta réaction. Et cette maîtrise te rend invincible intérieurement. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne gagne pas chaque combat. On construit la paix intérieure. Un jour à la fois. Une décision à la fois. Un moment de calme à la fois. Et ces moments, accumulés, transforment une vie. Et ta vie. La paix arrive quand tu arrêtes de vouloir gagner chaque combat. Elle t'attend. Elle a toujours été là. Il suffit de choisir de la construire. Chapitre 25. La colère. Comprendre et transformer l'énergie qui brûle. La colère. C'est l'une des émotions les plus mal comprises, les plus mal gérées, et paradoxalement, l'une des plus précieuses quand elle est bien canalisée. Beaucoup d'hommes ont une relation pathologique avec leur colère. Soit ils l'explosent sans filtre, et ils blessent tout ce qui est autour d'eux. Soit ils la répriment complètement, et elle s'accumule comme une vapeur sous pression, jusqu'au moment inévitable de l'explosion. Dans les deux cas, la colère les gouverne. Elle ne les sert pas. La colère est une information. C'est un signal que quelque chose ne va pas, qu'une limite a été franchie, qu'une valeur a été violée, qu'une injustice s'est produite. Et cette information est précieuse. Elle te dit quelque chose d'important sur toi-même, sur ce à quoi tu tiens, sur ce que tu ne peux pas tolérer. Mais l'information n'est pas l'action. Ressentir la colère ne signifie pas devoir l'exprimer immédiatement. Ne pas l'exprimer immédiatement ne signifie pas la nier. C'est d'abord l'accueillir, la reconnaître, la comprendre, demander ce qu'elle essaie de te dire, et ensuite décider consciemment comment y répondre. Les stoïciens avaient une pratique intéressante. Quand ils ressentaient une émotion forte, ils observaient d'abord. Ils ne la jugeaient pas. Ils ne l'alimentaient pas. Ils ne l'étouffaient pas non plus. Ils l'observaient. Ils demandaient, est-ce que cette émotion est basée sur quelque chose que je contrôle? Est-ce qu'elle m'appelle à une action utile? Ou est-ce qu'elle veut juste me faire réagir sans réfléchir? Cette observation crée un espace. Et dans cet espace, la sagesse peut opérer. La colère canalisée peut devenir une énergie extraordinairement puissante. Elle peut motiver à changer une situation injuste. Elle peut pousser à établir des limites claires. Elle peut alimenter une détermination farouche à agir selon ses valeurs. Mais la colère qui gouverne, qui réagit sans filtrer, qui cherche la destruction plutôt que la correction, cette colère-là te détruit. Elle abîme tes relations. Elle ternit ta réputation. Elle consume ton énergie. Elle obscurcit ta lucidité. Et elle donne du pouvoir à ceux qui savent comment te provoquer. Parce que si tu réagis à chaque provocation avec colère, tu deviens prévisible. Et quelqu'un de prévisible est facile à manipuler. Un homme qui maîtrise sa colère, qui peut la ressentir
sans en être l'esclave, est un homme libre, un homme que l'on ne peut pas facilement déstabiliser, un homme dont la réaction n'est pas garantie. Et cette imprévisibilité est une forme de puissance. Chapitre 26. Le respect de soi comme fondation. Tout ce dont nous avons parlé repose sur quelque chose de fondamental, quelque chose sans lequel tout le reste s'effondre. Le respect de soi. Pas l'arrogance, pas la vanité, pas la conviction d'être supérieur aux autres. Il met le respect profond de sa propre valeur inhérente. Le respect de soi, c'est savoir que tu as de la valeur indépendamment de ce que les autres en pensent, indépendamment de tes victoires ou de tes défaites, indépendamment de ta position sociale ou de ton compte en banque, indépendamment des regards que tu reçois ou que tu ne reçois pas. Ta valeur est intrinsèque. Elle est là. Elle a toujours été là. Et quand tu le sais vraiment, quand tu le ressens dans tes os, quelque chose change fondamentalement. Tu n'as plus besoin de la prouver. Tu n'as plus besoin de la défendre. Tu n'as plus besoin de la valider à travers les débats et les victoires. Elle est là. Elle n'a pas besoin de confirmation. C'est le paradoxe magnifique du respect de soi. Quand tu en manques, tu passes ton temps à chercher la validation extérieure. Mais plus tu la cherches, moins tu la trouves de façon satisfaisante. Parce que la validation extérieure ne peut jamais remplir le vide que seul le respect de soi peut combler. Quand tu en as, tu n'as plus besoin de la chercher. Et là, paradoxalement, les autres te la donnent naturellement. Parce que tu projettes quelque chose qu'ils reconnaissent et respectent d'Anne. La question n'est donc pas « Comment puis-je obtenir plus de respect des autres ?» La question est « Comment puis-je développer un respect authentique pour moi-même ?» Et cette question se répond dans le quotidien, dans les choix que tu fais, dans les compromis que tu refuses, dans les valeurs que tu maintiens quand c'est difficile, dans les limites que tu respectes, même quand personne ne regarde. Chaque fois que tu agis en cohérence avec tes valeurs, ou tu nourris ton respect de toi-même, chaque fois que tu trahis tes valeurs pour l'approbation des autres, tu l'érodes. Et c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux, selon tes choix. Chapitre 27. Les 7 types de conflits et comment les gérer. Tous les conflits ne se ressemblent pas. Et pour choisir ces batailles avec intelligence, il faut d'abord comprendre la nature des conflits auxquels on fait face. Voici 7 types de conflits que tu rencontres probablement, et une façon de les aborder avec sagesse. Premier type, le conflit d'opinion. Quelqu'un a un point de vue différent du tien sur un sujet. Politique, religion, sport, culture. Ce type de conflit est presque jamais mérite d'être un champ de bataille. Les opinions des gens sur ces sujets sont formées par des expériences de vie entières. Elles ne changent pas en une conversation. Et même si tu gagnes ce débat, tu n'as rien changé. Dans ces cas, la curiosité est plus sage que la confrontation. Cherche à comprendre pourquoi l'autre pense ce qu'il pense. Partage ton point de vue si c'est approprié. Et laisse chacun avoir son chemin. Deuxième type, le conflit de valeurs. Quelqu'un agit de façon qui va à l'encontre de tes valeurs fondamentales. Ce type de conflit est différent. Parce qu'ici, il ne s'agit pas juste d'opinions différentes. Il s'agit de limites importantes. Dans ces cas, il peut être nécessaire de parler clairement. Pas pour convaincre, mais pour établir une limite. Je ne suis pas à l'aise avec cette façon de faire les choses. Simple, direct, sans attaque. Des troisième type, le conflit d'ego. Quelqu'un essaie de te diminuer, de te provoquer, de te pousser à réagir. Ce type de conflit ne mérite presque jamais ta réponse. Parce que si tu réagis, tu valides la provocation. Tu joues selon les règles de l'autre. Et tu dépenses ton énergie sur quelque chose qui ne te construit pas. Le silence ou le désengagement est souvent la réponse la plus puissante. Quatrième type, le conflit de besoins. 2 personnes ont des besoins différents
et ces besoins entrent en conflit. Ce type de conflit mérite une vraie conversation, non pas pour décider qui a raison, mais pour trouver un espace où les deux besoins peuvent être honorés. 5e type, le conflit de fait. Quelqu'un affirme quelque chose d'inexact. Ici, la question est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que cette inexactitude a des conséquences pratiques? Si oui, corriger avec douceur et sans condescendance peut être utile. Sinon, laisser passer est souvent plus sage. 6e type, le conflit de blessure. Quelqu'un est blessé et projette cette blessure sur toi. Ce type de conflit demande de la compassion, plus que de l'argumentation. Parce que l'autre n'est pas en train de débattre avec toi. Il souffre, et sa souffrance cherche un exutoire. Dans ces cas, entendre la souffrance sans en prendre la responsabilité est une compétence précieuse. 7e type, le conflit structurel. Un désaccord sur comment les choses devraient être organisées, distribuées, gérées. Dans ces cas, une conversation directe sur les faits, les besoins et les solutions possibles est souvent productive. Et comprendre ces 7 types te permet d'approcher chaque situation avec l'outil approprié. Pas une réponse unique à tout, mais une réponse adaptée à chaque nature de conflit. Chapitre 28. La gratitude comme antidote à l'ego. Il y a une pratique qui semble simple, presque banale, et pourtant, elle est d'une efficacité redoutable contre les tendances les plus destructrices de l'ego. La gratitude. Non pas la gratitude performative, pas les listes de 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant, récitées mécaniquement chaque matin, mais une gratitude profonde, réelle, qui vient de la conscience de ce que tu as, de ce qui fonctionne, de ce qui est là. L'ego est fondamentalement tourné vers ce qui manque, vers ce qui n'est pas encore, donc vers ce qui a été pris, vers ce qui devrait être différent. L'ego compare, et dans la comparaison, il trouve toujours un manque, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus, qui réussit mieux, qui est plus reconnu. Et dans ce manque, l'ego souffre. Et dans cette souffrance, il cherche à prouver, à gagner, à compenser. La gratitude coupe ce cycle à la racine, parce que la gratitude regarde ce qui est là, ce qui est abondant, ce qui fonctionne. Et dans cette perspective, le besoin de prouver diminue, parce que si tu es vraiment reconnaissant de ce que tu as, tu n'as plus autant besoin de courir après ce que tu n'as pas. La gratitude crée un espace de suffisance, non pas une suffisance qui stoppe la croissance, mais une suffisance qui te permet d'agir depuis un espace de plénitude plutôt que de manque. Et depuis cet espace, tes actions sont différentes, tes relations sont différentes, tes combats sont différents, et ta paix est possible. Chapitre 29. Le temps comme ressource sacrée. Si tu réalises une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Le temps est ta ressource la plus précieuse, et tu en as moins que tu ne le penses. Pas pour te démoraliser, mais pour te réveiller, pour te rappeler que chaque heure que tu passes dans un conflit inutile est une heure que tu ne retrouveras jamais. Chaque énergie dépensée à prouver que tu as raison aurait pu construire quelque chose de concret, quelque chose de beau, quelque chose de durable. Elle est chaque moment de rumination sur un argument passé est un moment où tu n'étais pas présent dans ta propre vie. Dans les moments qui comptent vraiment, le temps passe, pour tout le monde, sans exception, le riche et le pauvre, le fort et le faible, celui qui a gagné tous ces débats et celui qui s'en est abstenu. Le temps passe. La vraie question est, qu'est-ce que tu fais de ce temps? Est-ce que tu le dépenses dans des batailles sans valeur? Ou est-ce que tu l'investis dans ce qui te nourrit vraiment? Dans tes projets, dans tes relations, dans ta croissance, dans ta paix. Cette conscience du temps n'est pas morbide. Elle est libératrice, parce qu'elle te force à te demander ce qui compte vraiment,
Et souvent, quand tu te poses vraiment cette question, tu réalises que la plupart des combats qui semblaient si importants ne le sont pas du tout, et que tu préférais vivre différemment. Chapitre 30. La transformation. Un processus, pas un événement. Avant de conclure complètement, il y a une dernière chose importante à comprendre. La transformation que nous avons décrite dans ces pages ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un événement. C'est un processus long, non linéaire, avec des avancées et des reculs, des jours où tu te sens totalement centré et des jours où tu réagis exactement comme tu as toujours réagi. Et c'est normal, c'est humain. Les schémas profonds que tu as construits pendant des décennies ne disparaissent pas en quelques semaines. Ils se transforment progressivement, avec la pratique, avec la patience, avec la compassion pour toi-même dans les moments où tu retombes. La résilience n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever. Et chaque fois que tu te relèves, tu reviens avec quelque chose de plus. Une compréhension plus profonde, une connexion plus forte à ce que tu veux vraiment être, une pratique plus ancrée. Alors quand tu te retrouves demain dans un conflit inutile, quand tu te retrouves à vouloir prouver, convaincre, gagner, ne te juge pas. Observe, reconnais le schéma et reviens à toi. C'est tout ce qui est demandé. Ce retour constant, cette pratique quotidienne, cette discipline douce mais ferme. Et avec le temps, tu verras la différence dans ta relation à toi-même, dans la qualité de tes interactions, dans la profondeur de ta paix, dans la vraie liberté qui naît du détachement. C'est possible. Pour toi. Maintenant. La seule question est, es-tu prêt à commencer? Chapitre 31. Les masques que nous portons. Authenticité et paix. Nous vivons dans une époque de performance. Les réseaux sociaux ont transformé la vie quotidienne en un théâtre permanent. Chacun joue un rôle. Chacun présente une version curated de lui-même. La version la plus flatteuse, la plus admirable, la plus enviable. Et dans ce théâtre, le besoin de gagner chaque débat est amplifié. Parce que chaque interaction est une scène. Chaque argument est une performance. Chaque victoire est quelque chose à mettre en avant. Quelque chose à valider. Quelque chose à liker. Mais derrière tous ces masques, il y a un homme réel, avec ses doutes, ses peurs, ses contradictions, ses blessures non guéries et sa soif authentique de connexion vraie. La paix intérieure demande que tu enlèves les masques, pas tous à la fois, pas devant tout le monde, mais progressivement. D'abord avec toi-même, regarder en face ce que tu essaies de cacher, ce que tu ne veux pas admettre, ce qui te fait peur, ce dont tu as honte, et l'accepter, non pas comme une défaite, mais comme un acte de courage extraordinaire. Parce que l'acceptation de soi, la vraie, avec toutes les imperfections, toutes les contradictions, toutes les failles, c'est la fondation de la paix la plus profonde. Et quand tu n'as plus à défendre une image parfaite, quand tu n'as plus à maintenir une façade sans fissure, et quelque chose de magnifique se produit. Tu te relaxes, tu respires différemment, tu interagis différemment. Tu n'as plus besoin de gagner chaque débat pour maintenir l'illusion. Parce que tu n'essaies plus de maintenir une illusion. Tu es simplement toi, et être simplement toi est suffisant. Chapitre 32, Transmission, enseigner par l'exemple. Il y a une responsabilité dont peu de gens parlent, la responsabilité de la transmission. Si tu as des enfants, ou si tu en auras. Si tu as de jeunes frères, des neveux, des étudiants, des mentorés. Ta façon d'être face au conflit est une leçon. Les enfants n'apprennent pas ce qu'on leur dit. Ils apprennent ce qu'ils voient. Ils absorbent la façon dont les adultes autour d'eux gèrent les émotions. Les disputes, les provocations, les désaccords. Et si ce qu'ils voient, c'est un homme qui doit toujours avoir le dernier mot, qui perd son calme facilement,
qui traitent chaque désaccord comme une menace, ils intègrent ce modèle, inconsciemment, profondément, et ils le répéteront, dans leurs relations, dans leurs réactions, dans leur propre vie. Mais si ce qu'ils voient, c'est un homme calme, un homme qui choisit ses batailles, un homme qui peut être en désaccord sans être en guerre, un homme qui répond depuis la sécurité plutôt que de réagir depuis la peur, alors ils intègrent ce modèle et ils ont une chance de vivre autrement, plus librement, plus paisiblement, plus efficacement. Ta transformation personnelle n'est donc pas seulement pour toi. Elle est pour ceux qui t'observent, pour ceux qui apprennent de toi, et pour ceux qui prendront le relais après toi. C'est une forme d'héritage, silencieux, mais profond et durable. Épilogue. Lettre à toi-même. Imagine que tu pourrais écrire une lettre à la version de toi-même qui était la plus en guerre, la plus agitée, la plus épuisée par le besoin de prouver. Qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être quelque chose comme ça. Cher toi, je sais combien tu es fatigué. Cette fatigue de toujours devoir te défendre, de toujours avoir raison, de toujours prouver ta valeur. Je comprends d'où elle vient. Elle est née d'une peur profonde, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas exister si tu ne te bats pas pour ta place. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu existes déjà. Tu as de la valeur déjà. Non pas parce que tu gagnes des débats, non pas parce que les autres te reconnaissent, mais simplement parce que tu es là, parce que tu es toi, et tu mérites la paix. Tu mérites de déposer les armes, pas parce que tu as perdu, mais parce que tu as compris qu'il y a mieux à construire. Il y a une vie entière à vivre, des connexions authentiques à créer, des projets qui t'animent à poursuivre, des moments de beauté à savourer. Et tout cela est possible. Mais il faut lâcher le combat, choisir la paix, non pas comme une faiblesse, mais comme l'acte de courage le plus profond. Le calme t'attend, la liberté t'attend. Une vie entière, vécue depuis un espace de paix, t'attend. Il suffit de choisir. Un pas à la fois, une décision à la fois. Un moment de calme choisi, plutôt que de réaction impulsive, à la fois. Tu en es capable. La paix arrive quand tu arrêtes de vouloir gagner chaque combat. Elle arrive maintenant. Si tu le choisis,